Cette image dans le temps de l'info en Syrie, des rebelles dans le palais présidentiel de Bachar al-Assad à Alep. Des images diffusées par les rebelles eux-mêmes, on le précise. Bachar al-Assad a perdu le contrôle de cette ville, capitale économique de la Syrie. Le nord du pays, où djihadistes et rebelles ont lancé une vaste offensive contre le régime. La Russie le dit, ses forces aériennes aideraient l'armée syrienne à repousser les rebelles dans 3 provinces. La Russie entre donc dans la danse. Nous allons en parler dans un instant avec Antoine Basbous qui va nous rejoindre, qui est directeur de l'Observatoire des pays arabes. Mais nous sommes toujours avec Marion Van Rottergem, avec Tristan Danon et avec Dominique Seux. J'en suis, devinez quoi, ravi, bien sûr. Et on vous explique maintenant ce qui se passe précisément dans le nord de ce pays grâce à Suzy Bernard Ménégus. Des frappes à 60 km au sud d'Alep hier, dans le nord-est de la Syrie. Elles sont perpétrées par la Russie, un soutien au régime de Bachar al-Assad. Une réponse aux rebelles syriens. Samedi, ils se sont emparés d'Alep, la 2e ville du pays. Une prise importante qui intervient alors que le régime officiel apparaît isolé. Ses alliés historiques, l'Iran et la Russie, sont occupés par d'autres conflits. Plus rien ne tient et ses alliés sont affaiblis et ne lui donnent pas tout le soutien qu'ils lui ont donné pendant des années, qui lui ont permis de se maintenir au pouvoir. Et puis, la population syrienne est de moins en moins acquise. Le petite frange qui soutenait le régime de Bachar al-Assad s'est réduite à sa propre mafia. Autre épine dans le pied de Bachar al-Assad, la Turquie voisine. Elle contrôle plusieurs zones du nord de la Syrie et soutient certaines factions de rebelles. Ces militants pro-turcs se sont emparés de la ville de Tal Rifat. La Syrie est pour les révolutionnaires, pas pour la maison d'Assad. Nous t'écraserons à Damas, espèce de chien. Ankara assure pourtant vouloir éviter les tensions. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni appellent, de leur côté, à la désescalade et à la protection des civils. Et bonjour Antoine Basbous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes politologue, vous êtes associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Cette question d'abord, soyons directs, est-ce que Assad peut tomber ? En tout cas, lui-même a peur de tomber et pour la première fois depuis 2011, il a expatrié sa famille dans un pays européen, sa femme et ses enfants. Ce qui laisse penser que lui-même a le sentiment qu'il peut tomber. Et à vrai dire, ce à quoi nous assistons, c'est les rebelles sont rentrés dans le nord-est de la Syrie comme dans du beurre. Ce qui a soulevé en même temps sud-ouest de la Syrie, Daraa, qui a manifesté son hostilité à Assad. Ils ont attaqué des postes de la police et du renseignement syrien, tout comme des manifestations dans la Ghouta, c'est-à-dire dans les banlieues de Damas et dans la partie druze du pays adossée au Golan. Je vais vous poser les questions simples qu'on a pu se poser aussi ce matin, parce qu'on parle de djihadistes qui rentrent dans le palais présidentiel. Quand on parle de ces djihadistes, de qui parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de Daesh ? Et si c'est le cas, vous savez très bien que certains nous regardent et s'en inquiètent et se disent « Ok, donc Assad tombe, mais s'il y a des djihadistes qui reviennent en force du côté de la Syrie, quelles conséquences ?» À vrai dire, ce sont d'anciens djihadistes reconvertis en quelque sorte, parce que Al-Joulani, l'homme qui tient Idlib à la frontière de la Turquie, est issu d'Al-Qaïda. Il y a 7-8 ans, quand il est arrivé là-bas, il a ordonné aux Druzes, aux chrétiens, aux Alaouites de se convertir. Il leur a donné quelques jours pour se convertir au sunnisme. Il y a 3 jours, ce qu'il a fait, c'est il a envoyé un message rassurant en disant « Vous ne craignez rien, vous ne redoutez rien, restez comme vous êtes, ne vous inquiétez pas ». Donc il a en quelque sorte changé de doctrine. Est-ce qu'il a changé d'ADN ? Je l'ignore. Mais ce qui me semble un peu plus dangereux, réellement dangereux, c'est l'armée syrienne libre, c'est-à-dire cette branche dissidente de l'armée syrienne de Bachar el-Assad qui est entretenue par la Turquie et dont la mission dans cette offensive est d'aller contrôler les zones tenues par les Kurdes. Et là, j'ai entendu hier, de mes propres yeux, le patron de l'OSDH, Rami Abdelrahman, c'est l'organisation la plus sérieuse en Syrie. Il disait, il a connaissance que les instructions des Turcs à l'ALS, c'est de d'égorger les Kurdes, mais sans montrer cela sur les réseaux sociaux, sans images.
Et à vrai dire, l'offensive contre les Kurdes porte ses fruits également. Ils ont été balayés de plusieurs régions, de plusieurs bourgs, de plusieurs places fortes à l'est, au nord-est d'Alep. Donc l'enjeu, il est turc, en grande partie, c'est-à-dire on ne veut plus des Syriens chez nous, donc on veut rétablir l'ordre que l'on décide, dont on décide en Syrie pour que les Syriens retournent chez eux. Et deuxième point, les Kurdes. Il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu international, c'est comment démanteler le croissant chiite, l'axe de la résistance. Il a été frappé à mort à Gaza avec le Hamas, extrêmement affaibli au Liban à travers le Hezbollah, et c'est maintenant le tour de l'autoroute. L'autoroute de ravitaillement qui traverse la Syrie. Et donc cette autoroute de ravitaillement qui traverse la Syrie, qui est en train d'être coupée, mais en même temps, les Turcs ont leur propre agenda. Leur agenda, elle est contre les Kurdes. Ils ne veulent pas d'émancipation kurde en Syrie pour ne pas donner des idées aux Kurdes en Turquie. Il y a aussi le fait que la Turquie héberge plus de 3,5 millions de Syriens qui ont fait perdre à Erdogan les élections municipales et qu'il veut renvoyer en Syrie. Il a demandé à Assad à normaliser les relations bilatérales. Assad dit niet, parce que Assad, effectivement, il a repoussé ces sunnites syriens en dehors du pays pour avoir un équilibre démographique favorable à sa communauté alawite. Donc on va regarder, on parle de milices djihadistes, on parle de milices pro-turques, on parle de cette fameuse armée syrienne libre, on parle de milices kurdes qui ont réussi à faire tomber Alep en 36 heures. Vous avez dit comme dans Uber, on est sur 36 heures, ça va vite, on regarde la carte pour bien comprendre. Pourquoi ça tombe maintenant ? Eh bien, d'abord, il n'y a pas de distinguo entre les milices islamistes et l'armée syrienne libre parce que tous les deux reçoivent des instructions du même patron, la Turquie. Tous les deux sont aux ordres de la Turquie et Idlib respire à travers le territoire turc, à travers les poumons turcs. C'est la livre turque qui accourt là-bas et c'est l'électricité de Turquie qui illumine les foyers. Alors pourquoi maintenant ? Parce que en fait, je vais vous dire, la sensation que l'on a, mais qui est écrite et décrite par les plus grands experts, c'est que c'est aussi maintenant parce que la Russie et l'Iran, qui sont les deux grands alliés de Bachar el-Assad, ont lâché un peu du terrain, ont lâché l'affaire, sont dans une forme d'impuissance, et donc ces forces-là en ont profité. La Turquie, c'est un empire, ex-empire ottoman, et la Turquie a dominé la Syrie pendant plus de 4 siècles. Et donc la Turquie a la connaissance du terrain, la connaissance des hommes et des méthodes. Pourquoi maintenant ? Un petit rappel. Alep a été reconquise en 2016 par le général Qasem Soleimani, le général iranien que Donald Trump a fait exécuter en 2020. Et donc ce front d'Alep a été tenu par les pasdaran iraniens et par le Hezbollah libanais. Quand il y a eu la bataille au sud Liban, ces forces-là ont été envoyées au sud Liban. Donc le front d'Alep était dégarni. Et de ce fait, comme Assad n'a pas suffisamment de forces pour les envoyer à Alep, le front était dégarni et les forces pro-turques sont rentrées comme dans du beurre, exactement, très facilement. Et là, ils se trouvent aux portes de Hama. Et en ce qui concerne les Russes ? Alors, notre regard se tourne vers les Russes parce que pour certains, la percée des rebelles, c'est aussi symbolique de l'impuissance russe, de son incapacité à mener les deux fronts en même temps, l'Ukraine, et d'aider sur le terrain ses alliés. Alors, la Russie, elle est très occupée en Ukraine, mais en même temps, elle continue à pousser son avantage en Afrique, encore la semaine dernière. Alors, c'est vrai que la Russie disposait de 30 avions de chasse et de bombardiers sur leur base de l'attaquer à Hmeimim, il y a 8 ans, c'est-à-dire en 2015 quand ils sont arrivés. Aujourd'hui, ils n'ont que 6 avions. Mais 6 avions, ça peut arrêter facilement un convoi de blindés ou de 4x4 qui foncent sur une ville. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Je l'ignore. Je vois que les Russes ont évincé le commandant en chef de leurs forces en Syrie parce qu'ils lui reprochent de ne pas avoir été très réactif. Cela dit, forcément, les Russes devaient avoir connaissance de ce qui se prépare. Ils ont vu à travers leurs satellites et leurs indicateurs qu'il y a des colonnes qui foncent sur Alep.
Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ils ont réagi trop peu, trop tard. Et maintenant, ils se déchaînent contre les civils à Idlib, à Alep et ailleurs. Alors justement, parlons-en. Des frappes russes ont également été entendues près de l'université d'Alep et à Idlib, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et des raids aériens russes ont déjà eu lieu sur Alep dans la nuit de vendredi à samedi. C'était les premiers depuis 2016, il faut le noter. Rebonjour Jérôme Garraud. Et merci beaucoup d'être avec nous à nouveau depuis Moscou. Jérôme, les Russes se réveillent en Syrie ? Rebonjour, alors les Russes sont réveillés, mais l'aide qu'apporte Vladimir Poutine sera forcément limitée. En tout cas, il n'est pas question pour l'instant d'organiser une intervention de grande ampleur. Il faut, pour s'en convaincre, lire ou écouter, réécouter les déclarations du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui appelait les autorités syriennes, je cite, à mettre de l'ordre dans la zone et à rétablir l'ordre constitutionnel. Vous voyez, dans des termes un petit peu moins diplomatique, ça veut dire nous sommes déjà occupés, donc débrouillez-vous tout seul. Alors ceci dit, l'armée russe n'est pas simple spectatrice et c'est vrai qu'elle annonce conduire des frappes aériennes. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Sans doute, vous l'expliquiez bien en plateau, parce une grande partie des avions de combat russes qui étaient stationnés en Syrie ont été redéployés en Russie pour combattre en Ukraine. Mais ce dossier syrien, c'est un dossier qui est cher au cœur de Vladimir Poutine. En juillet dernier, Vladimir Poutine a reçu ici Bachar el-Assad à Moscou et il tentait de jouer un petit peu les intermédiaires entre la Syrie et la Turquie pour normaliser les relations entre deux pays. Vous voyez, malgré la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui reste important ici. Merci beaucoup Jérôme Garraud, merci. Correspondant TF1 LCI en Russie. Alors oui, vous entrez dans la danse. Tristan Banon, tous vous allez pouvoir poser vos questions et réagir. Tristan Banon. Oui, moi je voulais vous demander en fait, est-ce qu'on peut dire que la région fait comme un puzzle de forces islamistes contraires parfois qui s'opposent? Vous avez parlé du Hezbollah, une bonne partie du Hezbollah était occupée au Liban Sud et une bonne partie a été anéantie aussi par Israël. Et on sait que le Hezbollah combattait les forces djihadistes en Syrie. Est-ce que ça peut avoir des conséquences qui vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit juste là? À vrai dire, les djihadistes sont dans toutes les communautés. Le Hezbollah appartient à l'international djihadiste qu'a mis en place l'Iran depuis 1982. Donc le Hezbollah, ce sont des djihadistes chiites qui sont propres sur eux en apparence, mais qui sont considérés par énormément de pays comme une organisation terroriste au service Évidemment. de l'Iran. Donc les djihadistes chiites de l'Iran remplacés par des djihadistes qui deviennent plus tolérants de la Turquie, on est dans le monde djihadiste de côté et d'autre. Donc il ne faut pas penser que le Hezbollah et l'Iran, avec toutes ces milices venues d'Afghanistan, du Pakistan, d'Irak et de partout, ce soient des djihadistes propres. Ce sont des djihadistes chiites aux ordres de l'Iran. Bien sûr que non, mais est-ce que ça a des conséquences forcément? Le Hezbollah à Alep, ce n'était pas du tout des, comment dirais-je, compatible avec l'opinion du pays. Alep, c'est une ville, c'est une région qui est sunnite. Or, le Hezbollah était considéré comme une force d'occupation, comme une colonie iranienne, ou tout au moins aux ordres de l'Iran, aux côtés des Pasdaran qui étaient déployés là-bas. D'ailleurs, il y a quelques jours, un général iranien des Pasdaran qui a été assassiné, c'est-à-dire la veille ou l'avant-veille de l'offensive des rebelles. Il a été assassiné à Alep. Je veux dire que, pour revenir sur la Russie et l'Iran, ce sont des associés, mais en même temps des rivaux. En 2015, c'est le général Soleimani qui est allé à Moscou convaincre Poutine d'envoyer des forces aériennes en lui disant « Nous sommes vos fantassins, mais nous n'avons pas de couverture aérienne. Le soldat Assad est en train de tomber, c'est notre allié à tous les deux. Il va falloir s'associer pour le ressusciter. » Et en fait, en 2015, août 2015, la base de Hmeimim à Latakié a été ouverte par les Russes et c'est là où les fantassins Hezbollah Pasdaran iraniens sont venus associer aux forces aériennes russes pour rétablir un certain ordre.
Vous parlez de force aérienne, juste vous expliquez que les images que l'on voit là, elles datent d'il y a quelques heures seulement, elles nous parviennent maintenant. C'est la prise de l'aéroport d'Alep par toujours ces rebelles et puis ces troupes, ces milices que l'on vient de vous décrire. Je viens vers vous, mais juste une phrase vient de nous parvenir et elle vient de la Chine. Ça compte. La Chine qui se dit en soutien du régime. Regardez, la Chine annonce soutenir le régime syrien dans ses efforts pour préserver la sécurité. On a l'impression de retrouver un triptyque connu et très bien connu, Chine, Russie, Iran quand même. Bah oui. C'est toujours un peu cette même force qui s'établit. Oui, sauf que la Chine n'a aucune influence sur la scène politique syrienne. La Chine peut opposer son veto ou voter pour ou contre au Conseil de sécurité et ça pèse en revanche sur le terrain. Autant les Iraniens sont présents militairement, les Russes également, mais les Chinois on ne les voit pas. Vu d'Israël, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Jérusalem ou pas parce qu'on voit bien que l'Iran et la Russie vont être occupés plus en Syrie ces jours-ci. Donc ça, le Hezbollah qui est déjà affaibli va être encore plus affaibli. Est-ce que ça change quelque chose pour Israël, à votre avis? Alors pour Israël, c'est l'autoroute de l'approvisionnement des armements depuis Téhéran, depuis l'Iran jusqu'au Hezbollah au Liban qui est coupée. Et c'est une extrême bonne chose. Israël ne veut pas d'un Assad dominant, mais ne veut pas non plus le perdre, parce que Assad, c'est le gardien de la frontière. Il n'a pas permis... Ils le connaissent depuis longtemps, ils savent comment il fonctionne. Absolument. Mais ils lui ont lancé quelques avertissements. Son frère, le patron de la 4e division blindée de l'armée syrienne, c'est celle qui garde le régime en quelque sorte, sa maison, sa villa a été bombardée par les Israéliens il y a 2 mois à Ya'four, à l'ouest de Damas. C'était un avertissement sans frais. Si vous vous engagez un peu trop aux côtés du Hezbollah ou aux côtés de l'Iran, eh bien vous allez voir ce que vous allez voir. Hani est passé par là et Sinwar aussi. Donc Assad est tenu, et d'ailleurs dans le dernier discours de cessez-le-feu prononcé par Netanyahou la semaine dernière, il a lancé un avertissement sans frais à Assad en lui disant attention, on vous a à l'œil et méfiez-vous, bref, ne vous aventurez pas. Et donc Assad est coincé. Les Iraniens ne sont plus opérationnels, les Israéliens le mettent en garde, les Turcs arrivent et en même temps, pour avoir des œufs dans tous les paniers, les renseignements d'Assad ont collaboré avec Israël. Comment expliquer que autant de dirigeants des passes d'Aran, de généraux des passes d'Aran, ont été ciblés à Damas et dans la route de Damas? Comment expliquer que autant de chefs du Hezbollah qui pensaient être à l'abri dans la banlieue chic de Damas aient été tués, assassinés par Israël avec des frappes de drones ou de missiles extrêmement précis? Donc le renseignement syrien collabore avec le renseignement israélien. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que le régime change. Voilà. Ils n'ont pas intérêt de voir une vague sunnite déferler. Ils sont contents, heureux de voir que l'autoroute des armements a été coupée, que la Turquie chasse les passes d'Aran, chasse les Iraniens. L'affaiblissement de l'Iran, ça fait partie du plan mondial en quelque sorte, parce que l'Iran a créé son croissant chiite à partir de 2003, quand Saddam Hussein est tombé. Et voilà, c'est les Américains qui l'avaient dégommé. Et depuis maintenant, c'est le démantèlement de ce croissant chiite qui comportait le Hamas, qui n'est pas chiite, le Hezbollah, les milices en Syrie et en Irak. On écoute Benjamin Netanyahou. Sa dernière déclaration, c'était hier soir. Nous suivons en permanence les événements en Syrie. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts vitaux d'Israël et à maintenir les acquis de la guerre. Bon, grâce à vous, on vient de comprendre les enjeux derrière ces déclarations. Marion Van Rottergem. Alors justement, ce qui est assez fascinant, c'est ce jeu de domino, c'est-à-dire que Israël affaiblit le Hezbollah, le principal soutien de la Syrie, qui du coup, par ricochet, affaiblit la Syrie, ce qui du coup affaiblit par ricochet la Russie, puisqu'elle est obligée à désengager certaines troupes du Donbass vers la Syrie pour aider son ami Assad.
dans les priorités de Vladimir Poutine, j'aurais tendance à dire que le Donbass est prioritaire à la Syrie, puisque c'est vraiment ce qui correspond à son rêve de récupération de zones d'influence. Est-ce que, du coup, est-ce que Poutine peut faire les deux, ou est-ce que s'il choisit le Donbass et s'il n'aide plus la Syrie sans la Russie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le régime d'Assad a une chance de tenir sans son allié russe? À vrai dire, le cœur de la cible, c'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un appendice. Le cœur de la cible, c'est l'Iran et l'influence iranienne. Donc, elle a été frappée à Gaza, elle a été frappée au Liban à travers le Hezbollah, et maintenant, c'est la partie syrienne qui est frappée. Donc, pour Poutine, il a deux bases, une base aérienne, une base maritime en Syrie sur la côte méditerranéenne. Ces bases ne sont pas menacées et il les défendra, et ils sont dans un environnement populaire alawite qui les protège. En revanche, est-ce qu'il va se battre pour redresser le régime d'Assad, le règne d'Assad? Non, il n'a pas les moyens. J'allais vous poser la question. Énormément de monde, de fantassins. Et puis le pays est tellement détricoté, tellement divisé, que c'est une affaire impossible. Donc Assad est très content de voir le partenaire iranien affaibli pour rester le seul parrain du régime syrien et voir l'Iran se désengager de la Syrie, chassé par ce qui vient de se passer, et rester lui-même le seul interlocuteur, le seul maître de la Syrie aux côtés d'Assad. Donc la rivalité est là, et maintenant la Russie est heureuse de voir le rival iranien se replier. Et la population? Que souhaite la population? Est-ce que la population, elle est derrière Assad? Alors, moi, je connais la réponse, mais je vous laisse l'expliquer quand même. La réponse, la vraie, c'est que la population rêverait de venir en Allemagne, comme le million de Syriens réfugiés hébergés par Merkel, où ils ont l'électricité, la sécurité. Il n'y a qu'un agent de service de renseignement qui vient à leur porte, qui les amène en prison. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils deviennent, et il faut vendre sa maison pour récupérer un enfant en l'achetant auprès d'un officier de renseignement. C'est le pays de la torture. C'est un régime répressif depuis 1970, à l'époque de Hafez al-Assad père. Et donc, le rêve des Syriens, c'est de quitter la Syrie. Mais faut-il avoir un pays d'accueil, un passeport et l'opportunité de pouvoir réaliser ce rêve? Oui, en dehors de Téhéran, Moscou et Pékin, bon, Pékin c'est marginal, mais quels sont les pays qui soutiennent la dynastie Assad, qui a quand même commis des massacres absolument épouvantables, que personne ne regrettera dans les pays occidentaux? On se souvient quand même de l'humiliation de 2015, quand les États-Unis ont, en ce dernier moment, à sanctionner le régime Assad, qui a vraiment une réputation terrible. Qui, en dehors des trois capitales que je viens de mentionner, soutient le régime? À vrai dire, la réponse est simple. Qui Assad a-t-il reçu, ou à qui il a téléphoné ces derniers jours? Il a appelé le président des Émirats arabes unis, le premier ministre irakien, et le président de l'Abkhazie. Abkhazie, c'est une région de Géorgie. Donc voilà les amis d'Assad. Il a reçu hier le ministre iranien des Affaires étrangères, qui, pour faire cool, est allé manger un shawarma, c'est-à-dire c'est le plat syrien, dans le marché de Damas, pour dire qu'il est détendu, qu'il est chez lui et que tout va bien, Madame la Marquise. Merci beaucoup Antoine Baz, vous avoir été avec nous pour nous éclairer encore ce matin. Merci à vous, et restez avec nous parce que, alors, sur cette antenne, bien sûr, sur LCI, on est mobilisé pour vous parler de la motion de censure. Tiendra ou tiendra pas le Premier ministre à son poste? Il y a une édition spéciale à partir de 14h. On est en direct de l'Assemblée nationale. C'est présenté par David Doucan. Je vous le rappelle, le RN dit il y aura motion de notre part, sauf miracle. Et il y en a peu pour croire au miracle ces dernières minutes. Du côté du gouvernement, on se dit à nouveau prêt à négocier. N'est-ce que de la posture? Beaucoup